L'info du jour, ce sont ces images qui nous parviennent toujours d'Australie, le deuil et le choc, toujours dans le pays au lendemain de cette tuerie de masse sur une plage bondée. Le pays rend hommage évidemment aux 15 personnes tuées hier sur la plage de Bondi. Tous les drapeaux sont restés en berne aujourd'hui, alors que le Premier ministre a également proposé, on va y revenir, une législation encore plus stricte sur les armes à feu. Les deux assaillants, un père et son fils, étaient très lourdement armés. Hier, pendant 10 longues minutes, ils ont visé les unes après les autres les victimes rassemblées à l'occasion de la fête juive Hanouka. Ce bilan, on vous le rappelle, 15 morts au moins et 42 blessés. On va revenir sur cette séquence avec vous, David Camroux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je le disais en introduction, chercheur franco-australien associé au CERI. Vous êtes spécialiste de l'Asie du Sud-Est, du Pacifique et donc de ce pays. Déjà une réaction quand vous avez vu les nouvelles hier, cette plage attaquée alors que les gens étaient en train de soit prendre le soleil, soit pique-niquer, soit faire la fête. C'était un choc parce que Bondi, ça représente un peu l'insouciance, ça représente ces Australiens laid back. Il y a même un banlieue à côté de Bondi qui s'appelle Sans souci. Ça dit long. Et donc les Australiens se sentaient quand même à l'abri de ce genre de choses parce que après le massacre à Port Arthur en 1996, l'Australie a introduit la législation la plus stricte sur le port d'armes. Heureusement, dans le malheur, c'était pas les armes automatiques qui étaient utilisées parce que le bilan sera encore plus long. Mais quand même, le père qui a été tué avait 6 fusils à pompe, 6 fusils à chasse. 4 avec lui et encore 2 chez lui. C'est lui qui était détenteur du fameux permis de port d'armes. Voilà. Ces images, évidemment, qu'on a vu tourner en boucle sur les réseaux sociaux, ce père et son fils en train de viser, parce que ce n'étaient pas des armes automatiques, ils devaient donc viser leurs victimes, les choisir aussi, on peut l'imaginer. On va peut-être commencer par revenir en images sur le fil des événements. Je vous le disais, 10 longues minutes pendant lesquelles ces deux hommes, ce père et ce fils, ont donc tué une quinzaine de personnes et fait 42 blessés au moins. Regardez. Au lendemain de l'attaque, l'émotion est toujours vive aux abords de la plage de Bondi. Des dizaines d'Australiens sont venus se recueillir. Cette habitante, chez elle au moment des faits, est toujours profondément sous le choc. J'ai sauté par la fenêtre et je me suis dit, où est ma famille? Et puis on courait derrière moi et j'entendais les coups de feu. C'était assourdissant. On ne savait pas d'où ils tiraient. D'après les premières investigations, les assaillants étaient un père et son fils. Le premier a été abattu par la police, le second, lui, est toujours hospitalisé. Selon la chaîne australienne ABC, ce dernier aurait fait l'objet d'une enquête par les renseignements australiens en 2019 pour ses liens avec l'État islamique. 6 armes à feu détenues légalement par le père de famille sont en cours d'analyse. Le Premier ministre australien a annoncé ce matin souhaiter un durcissement de la législation en matière d'armes à feu. Un examen des permis sur une période donnée est nécessaire car la situation des individus évolue et certains peuvent se radicaliser au fil du temps. Les permis ne devraient pas être permanents. Un deuil national a été décrété aujourd'hui. Les drapeaux ont été mis en berne. Voilà, c'est toute une nation évidemment qui est sous le choc. Vous le disiez, c'est un peu l'insouciance qui a été visée hier, cette plage, ce qu'elle symbolise. C'est la plage, mais surtout c'est la fête juive d'Hanouka qui est visée parce que en fait ils n'ont pas tiré sur la plage, ils ont tiré sur un parc bien connu, c'est un parc pour les enfants qui se trouve à côté de cette plage. Juste au-dessus effectivement de la baie. Et ils ont choisi le cible. Ça donne l'impression de quelque chose qui était quand même préparé d'une certaine façon. Et donc, c'est un choc parce que l'Australie, le peuple juif et l'Israël ont un rapport quand même un peu unique. L'Australie, c'est le 2e pays en termes de nombre de rescapés du Shoah du monde, après Israël.
un des victimes, justement d'origine ukrainienne, le plus âgé, et rescapé de l'Holocauste. Rescapé de l'Holocauste. Donc, et l'Australie, avec la création de l'Israël, était un des moteurs après la Deuxième Guerre mondiale. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Bevet, un des pères fondateurs des Nations Unies, était celui qui a vraiment poussé pour la création de l'Israël. Et il y avait même un projet de créer un deuxième Israël en Australie. Dans le territoire du Nord, ils ont acheté des terres pour créer une deuxième Israël, un deuxième homeland pour le peuple juif. On va retrouver tout de suite Grégory Pless, qui est notre correspondant en Australie, correspondant à Sydney. Bonjour Grégory. On était dans un premier temps en train de commenter le choc et l'effroi des Australiens hier et puis aujourd'hui encore, j'imagine, en cette journée d'hommage. Oui, bien sûr, c'est vraiment, vous l'avez dit en introduction et c'était exact, c'est le choc, la tristesse et même l'incrédulité qui a dominé toute cette journée. On a vu effectivement des gens défiler, des milliers de personnes défiler aujourd'hui à Bondi sur les lieux du crime pour se recueillir, pour déposer des gerbes de fleurs. Vous avez dû voir les images, il y en a maintenant des milliers de bouquets. Il y a aussi des représentants de la communauté juive qui sont venus organiser une cérémonie également, allumer des bougies, une menorah également pour rendre hommage à toutes ces victimes. Ça a été une journée très très chargée émotionnellement, ponctuée par ailleurs par un certain nombre de conférences de presse à la fois du Premier ministre mais aussi parfois des autorités policières pour nous donner les dernières avancées concernant l'enquête. Mais ça a été une journée très forte comme il y en a très rarement eu en Australie, tout simplement parce qu'en fait c'est la plus grave attaque terroriste jamais perpétrée dans ce pays. On va revenir avec vous dans quelques instants, Grégory, sur l'enquête parce qu'elle progresse quand même assez vite malgré tout. Mais une question de la communauté juive australienne, on l'a vu sous choc. Quelle réaction particulièrement aujourd'hui ? Là encore, évidemment, du choc et de la tristesse pour toutes les victimes, mais aussi des critiques qui font un petit peu écho à celles émises par le gouvernement israélien hier soir. Ils estiment qu'ils alertent déjà depuis des mois les autorités sur la montée de l'antisémitisme dans le pays. Il y a eu de fait un certain nombre d'incidents, de tentatives de dégradation, voire de tentatives d'incendie qui ont frappé des lieux de culte, des centres communautaires ces derniers mois. Et ils considèrent que malheureusement l'événement qui s'est déroulé hier était prévisible et que les autorités n'en ont pas fait assez pour les protéger. Effectivement, ce sont les Israéliens qui, en premier lieu, ont qualifié le drame. Attentat antisémite hier en Australie. La communauté juive vit dans la peur depuis les attaques terroristes du 7 octobre au Proche-Orient, relativement préservée des violences jusqu'en 2023. L'Australie connaît une explosion des actes antisémites. C'est ce que va nous rappeler tout de suite en images. On vous retrouvera juste après Grégory, Anna Pereira et Caroline Baume. Regardez. L'Australie sous le choc après la fusillade de ce dimanche pendant des célébrations de Hanouka à Bondi Beach. Un acte fermement condamné par les autorités australiennes. La réaction du Premier ministre israélien ne s'est pas fait attendre. J'ai dit au gouvernement australien que leur politique jette de l'huile sur le feu de l'antisémitisme et qu'ils encouragent la haine des Juifs qui sévit dans les rues d'Australie. L'antisémitisme est un cancer qui se propage lorsque les dirigeants restent silencieux et n'agissent pas. Ils doivent remplacer la faiblesse par la fermeté à son égard, ce qui n'a pas été le cas en Australie. Une vague d'actes antisémites a déferlé sur l'île continent depuis le 7 octobre 2023. Une synagogue incendiée dans le sud de Melbourne en décembre 2024. Une crèche de Sydney brûlée et taguée de croix gammées en janvier 2025. Et puis une série d'attaques individuelles contre des commerces juifs, des rabbins et même des enfants. Depuis le 7 octobre, le chiffre d'incidents antisémites a explosé. Selon le Conseil exécutif de la communauté juive australienne, 2025 a connu une légère baisse des agressions antisémites, comparée à l'importante augmentation enregistrée en 2024. En août dernier, les autorités australiennes sont allées jusqu'à expulser des diplomates iraniens. Ils les accusent d'être à l'origine d'au moins 2 attaques antisémites, celle contre une épicerie cachère à Sydney et d'une synagogue à Melbourne.
Ça ne fait aucun doute que ces actes d'agression extraordinaires et dangereux orchestrés par une nation étrangère sur le sol australien ont dépassé les limites. C'est pourquoi nous avons déclaré l'ambassadeur d'Iran en Australie persona non grata, ainsi que 3 autres responsables iraniens qui auront 7 jours pour quitter le pays. Avec 117 000 membres, la communauté juive d'Australie se situe au 9e rang mondial. Un tiers d'entre eux résident à Sydney. Grégory, on ne cesse de parler depuis hier de l'explosion de l'antisémitisme en Australie. C'est aussi le cas en France depuis les attentats du 7 octobre. C'est une notion qui est perçue par les Australiens eux-mêmes? Oui, en premier lieu, évidemment, par ceux issus de la communauté juive. Les autres ont tous vu ces images qui ont beaucoup choqué ici ces derniers mois, ces tentatives d'incendie qui étaient mentionnées dans le sujet qui vient de passer contre une synagogue, alors que des fidèles se trouvaient à l'intérieur. Également une crèche, pour le coup, c'était en pleine nuit et le lieu était vide, mais voilà, c'est un lieu qui abrite de tout jeunes enfants. Et forcément, ce genre de choses, ça a beaucoup choqué en Australie. On mentionnait également un certain nombre d'attaques individuelles. Sont effectivement parfois les maisons de particuliers qui ont été couvertes de tags antisémites. Toutes ces choses-là, bien sûr, choquent énormément et continuent de choquer encore aujourd'hui. David Cameron, vous rappeliez juste avant les liens particuliers quand même entre Israël et l'Australie. Comment expliquer qu'on en est arrivé là aujourd'hui ? Le nombre d'incidents a multiplié par 5 depuis le 7 octobre. Et une semaine avant, là, il y avait une réunion justement à Sydney de quelque chose qui s'appelle la communauté de 7 pays de la diaspora contre l'antisémitisme, qui a fait justement que l'Australie suivait l'exemple. C'est la tendance mondiale de ces... Et c'est des images de Gaza, en fait. Ce qui a changé en Australie, la population d'origine juive, de coins juifs, représente à peu près 1% de la population, entre 0,5 et 1%, selon comment on la mesure. La population musulmane, c'est plus que 3%. L'islam est maintenant la deuxième religion du pays. Et donc, il y a eu des manifestations d'1 million de personnes contre l'Israël et contre les guerres à Gaza. Ce qui a provoqué aussi la réaction du Premier ministre israélien. Il a utilisé cette fois exactement les mêmes propos qu'il a utilisés quand l'Australie, en suivant le leadership du président Macron, a reconnu un État palestinien. Et il a dit que ça mettrait de l'huile sur le feu. Donc, Benjamin Netanyahou qui accuse le gouvernement australien, c'est quand même très précis et très fort comme accusation, de jeter de l'huile sur le feu de l'antisémitisme juste avant cette fusillade. Pour Netanyahou, l'Australie, après les États-Unis, c'est le plus grand soutien de l'Israël. En fait, moralement, le plus grand soutien de l'Israël. Donc, c'était perçu comme une sorte de trahison à cette reconnaissance d'un État palestinien après l'exemple des Français, Canadiens et Britanniques. Et donc, ça a un aspect émotionnel plus grand, peut-être, que par exemple la reconnaissance d'autres pays d'un État palestinien. D'où cette lettre qui a été envoyée quand même en août dernier. Ça remonte à quelques mois, envoyée à Anthony Albanese après l'annonce de Canberra de vouloir reconnaître l'État de Palestine. Ça a cassé quelque chose entre Canberra et l'État hébreu? Je crois que ça a cassé quelque chose, mais surtout ce qui a cassé quelque chose en Australie comme ailleurs, c'est ces images de Gaza, ces images de quand même 70 000 morts depuis le 7 octobre. Donc, l'amalgame entre antisémitisme et anti-zionisme a été instrumentalisé un peu par les Israéliens dans la condamnation de l'Australie. Condamnation évidemment un peu partout dans le monde, parce qu'on a entendu les très nombreuses réactions un peu partout sur la planète pour dénoncer évidemment l'acte ignoble mené hier sur cette plage, et plus généralement l'antisémitisme galopant, parce que je le disais en introduction, ces chiffres ils ont explosé en Australie, ils ont explosé aussi en France. Oui.
Oui, partout. On va s'intéresser maintenant au profil des tueurs, ces deux hommes qu'on a aperçus à maintes reprises sur les réseaux sociaux, ce père et ce fils portant ces armes à feu et donc choisissant leurs victimes, tirant coup pour coup sur ces personnes qui s'étaient rassemblées pour fêter cette fête juive. Que nous dit l'enquête précisément? Le renseignement s'était intéressé a priori dès 2019 au plus jeune, ce fils, pour ses liens entretenus avec Daesh. Regardez. Qui sont ces assaillants? Pourquoi ont-ils visé la communauté juive? Les premiers éléments de l'enquête confirment qu'il n'y avait que 2 tireurs. 2 hommes, un père et son fils, l'un de 50 ans décédé et l'autre de 24 ans est stable à l'hôpital. La personne de 50 ans avait une licence de détention d'armes pour détenir 6 fusils. Nous en avons saisi un certain nombre, ainsi qu'à son domicile. Impossible pour le moment de comprendre pourquoi ils sont passés à l'acte, mais hors de question qu'un tel événement se produise à nouveau. Nous lançons l'opération Shelter pour protéger la population et renforçons les mesures, en particulier pour protéger la communauté juive. Nous ferons en sorte d'être présents dans les lieux de culte et dans les lieux fréquentés par la communauté juive. Selon les autorités, l'Australie va porter le deuil de la fusillade avec des drapeaux en berne. Et Grégory, toujours avec nous depuis Sydney, que nous a appris l'enquête en 24 heures à peine. On s'intéresse beaucoup au profil donc, de cet homme, le plus jeune. Oui, effectivement, ça a été précisé dans le sujet. Ça a d'abord été révélé par la chaîne ABC, mais ça a été ensuite confirmé par le Premier ministre lui-même lorsque ce jeune homme avait 17 ou 18 ans, c'était en 2019. Il a fait l'objet d'une enquête de la part des services de renseignement parce qu'il entretenait à cette époque des liens avec des membres d'une cellule de Daesh ici en Australie. Une enquête qui a duré environ 6 mois, mais au terme de laquelle les services avaient estimé que le jeune, désormais hospitalisé et qui va devoir répondre des actes qu'il a commis avec son père, ne représentait pas à l'époque une menace. Alors est-ce qu'il s'agit d'une erreur? 6 ans, quand on a 18 ans et 24, il se passe beaucoup de temps, il peut passer beaucoup de choses aussi. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Pour le père, a priori, aucune information n'a circulé en revanche sur une potentielle radicalisation des liens de ce type. L'information principale qui a circulé à son sujet, c'est donc qu'il était effectivement détenteur d'un permis de port d'armes, que les armes qui ont servi à commettre cette tuerie avaient toutes été acquises légalement. Et ça a déclenché une autre polémique et a priori une réforme qui va bientôt être mise en œuvre pour durcir encore la restriction sur les armes à feu en Australie. Voilà, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre ces dernières heures, l'Australie qui envisage de durcir la législation sur les armes à feu après cette attaque. Est-ce qu'on sait de quoi il en ressort exactement, un peu plus précisément ou pas ? Alors, pour l'instant, il y a juste quelques pistes qui ont été données par le Premier ministre lui-même, Anthony Albanese. Je crois qu'on l'entendait dans le sonore qu'on a entendu un peu plus tôt. Il suggérait par exemple de limiter le nombre d'armes à feu que chaque personne peut détenir. Ce serait déjà une première étape. C'est vrai que 6 pour une personne qui vit en ville, ça fait quand même un peu beaucoup. Il a aussi donc évoqué le fait que ces permis de port d'armes, ils puissent être réévalués à intervalles réguliers plutôt qu'être donnés une fois et valables pour toute la vie, parce que comme il l'a dit, eh bien, la situation des gens peut changer, leur état d'esprit également, et que je sais que parfois la question se pose, par exemple pour le permis de conduire, on considère que les gens âgés devraient plus être sur la route. Et bien si on se pose la question pour ça, on devrait d'autant plus se poser la question pour des armes à feu. Et
c'est pas lui qui prend les décisions, mais le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, s'est également exprimé sur ce sujet avant le Premier ministre. Et lui, il avait considéré tout simplement que en Australie, il ne voyait pas pourquoi des gens qui ne sont pas agriculteurs, qui ne sont pas confrontés régulièrement à des animaux sauvages qui peuvent mettre en péril leur exploitation, pourraient détenir des armes à feu. Alors on ne sait pas s'il sera entendu, mais lui, c'était la position qu'il avait semblé défendre plus tôt aujourd'hui. Un mot juste de la réaction des autorités. On parle évidemment de ces hommages, de ces décisions à venir sur le port d'armes et sur la sécurisation des lieux cultes juifs. Des annonces ont été annoncées en France. C'est le cas aussi chez vous ? Oui, absolument. Le Premier ministre et les autorités policières ont annoncé aujourd'hui la mise en place d'un dispositif appelé Shelter, ça veut dire mettre à l'abri en français, composé de plus de 300 policiers qui effectivement font en sorte de sécuriser un certain nombre de lieux de culte, mais également juste de lieux où se rassemble la communauté juive pour leur montrer qu'ils sont présents, qu'ils sont là pour les protéger. Et je précise par rapport à ça, je vais revenir un petit peu en arrière, j'ai évoqué les incidents antisémites qui se sont déroulés ces derniers mois, parce que c'est pas mon rôle de défendre le gouvernement australien, mais ils ont été beaucoup attaqués pour n'avoir soi-disant rien fait. C'est pas totalement vrai. Déjà à l'époque, il y a une task force qui avait été mise en place rassemblant à la fois des policiers et des officiers des services de renseignement pour enquêter sur ces incidents. C'est ainsi qu'on est arrivé à l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran à Canberra, accusé d'être derrière au moins 2 de ces attaques. Et là aussi, il y avait eu un certain nombre de renforts policiers positionnés devant des lieux de culte, des écoles juives, etc., etc. Merci beaucoup Grégory en direct de Sydney. Ce que nous dit Grégory, c'est que c'est un peu facile les arguments évoqués tout de suite par le gouvernement israélien de dire que les Australiens n'ont pas vu venir ou ont vu venir et n'ont rien fait. C'est pas tout à fait la vérité, ça. Non, c'est pas tout à fait la vérité. Et aussi, c'est... Oui, c'est les choix de société. Est-ce qu'on souhaite vivre dans une société où il y a un policier à chaque coin de rue? En fait, c'est ça qui est en fait derrière aussi cette ambiguïté du gouvernement australien. Et ce que vous nous disiez à l'instant, c'est que finalement sur le port d'armes, la législation du port d'armes en Australie, le Premier ministre, certes, a fait des annonces, durcir. On a le sentiment qu'il répond plus à une polémique qui est en train de monter après ce drame, qu'à une réalité, parce que là aussi, elle fait partie des législations les plus strictes au monde. Oui, pour l'instant, le seul femme politique qui a souhaité profiter, c'est Pauline Hanson, qui dirige un parti d'extrême droite qui s'appelle United Australia Party. One Nation Party, pardon, une seule nation. C'est elle qui est rentrée au Parlement en portant un burqa. Parce qu'il faut dire aussi une montée d'islamisme, en fait, antisémitisme, qui est aussi accompagnée par une montée d'islamophobie. Et il y avait une commission parlementaire sur les sujets, et la réaction était, il faut traiter un peu les 2 formes de racisme. Il faut pas, et c'est ça qui fait un peu polémique, qu'on ne voulait pas vraiment traiter l'antisémitisme séparément de d'autres formes de racisme dans ce pays. Washington, Manchester, hier Sydney, on sait que les Français sont très inquiets de l'état de la menace qui pèse notamment sur la communauté juive de France. Il y a une banalisation du discours haineux aujourd'hui, on en parle régulièrement ici. C'est le cas en Australie aussi ? Je crois que c'est un peu le cas. Les médias sociaux sont en partie les vecteurs, justement, de ce montée. Et également, je crois que, encore une fois, c'est ces scènes de Gaza qui ont provoqué en Australie comme ailleurs un montée, pas simplement contre Israël, mais c'est ça qui est malheureux. Une montée aussi contre la communauté juive dans son ensemble. Merci beaucoup. Et voilà. Vous pouvez terminer.
Non, mais je crois que c'est intéressant de savoir que le héros, justement, des événements, je ne sais pas si on va montrer les images de cet homme. Bien sûr, cet homme qui s'est interposé pour désarmer le papa, je crois, le père, qui était en train de tirer et d'abattre probablement des victimes. Non, c'est le fils, en fait. Il y a cet homme qui s'est interposé, qui a lui-même reçu 2 balles, mais qui est sain et sauf. Il est à l'hôpital, oui. Et cet homme, c'est un immigré syrien. Qui vient d'être naturalisé en 2022 et qui est musulman. Donc ça montre aussi la complexité de la situation. Que voilà un homme qui a régi comme tout homme, en fait, dans une situation de... Et il s'est mis en danger lui-même. Hein, et pour sauver les vies, et sans doute il a sauvé les vies des dizaines de personnes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est la séquence qui fait du bien, hein, le profil de cet homme, alors qu'on est en train de parler de la montée de l'antisémitisme en Australie aujourd'hui. Hein. Ça tord un peu l'idée. De fruits et légumes. Merci beaucoup, David Camroux. Merci d'avoir été l'invité de l'Info du jour. Évidemment, on reviendra sur le sujet dans le journal qui démarre dans quelques instants. Restez avec nous. Paris Direct se poursuit. À tout de suite.